Un pont trop fragile peut immobiliser toute une colonne blindée, un fossé trop large ou un char en panne suffit à forcer le conducteur à s'arrêter. Toute la colonne derrière lui doit alors s'immobiliser elle aussi. À ce moment-là, la puissance de feu à l'avant ne sert presque plus à rien. L'armée a besoin de porte-chars, de véhicules de dépannage et de poseurs de ponts pour que la mission puisse continuer. Sur une autoroute américaine, 2 États ont dû contrôler la chaussée autant que les ponts. Ce n'est qu'après cela qu'un Abraham a reçu l'autorisation de passer. Mais lorsque la route s'arrête au bord d'une rivière, certains véhicules descendent dans l'eau puis se verrouillent les uns aux autres. Au milieu du courant, leurs châssis se raccordent et un pont apparaît. En 2001, à Oman, les Scamel commandeurs britanniques participent à l'exercice Saif Sarea 2. Ce sont des tracteurs porte-chars chargés d'amener les blindés jusqu'aux zones de rassemblement. D'août à novembre, le 16e escadron de transport de chars débarque les blindés depuis des navires rouliers. Ensuite, les convois les tirent à travers le désert vers les zones de regroupement et de déploiement. Ce travail décide si la force blindée arrive réellement au bon endroit. Un char peut rouler par lui-même. Le Scamel Commander transfère les longs trajets sur une remorque surbaissée. Les chenilles quittent la route, les pneus du tracteur et de la remorque encaissent tout le trajet restant, l'ensemble change de direction sur le sable, tandis que les sangles maintiennent le char sur la remorque basse. Le convoi avance vers la zone de déploiement jusqu'au moment où les chenilles touchent de nouveau le sol. Durant Saif Sarea 2, des chars rencontrent des problèmes. Des commandés connaissent aussi des pannes. L'unité de transport de chars romanaise aide alors à récupérer la force. Au retour du convoi en Allemagne, les commandés doivent être entièrement révisés. Le Scamel commandé roule derrière la formation. Pourtant, il décide si cette formation atteint ou non sa zone de déploiement. Avant de combattre, un char doit devenir une charge. Mais le désert reste de la terre ferme au bord d'une rivière. La remorque surbaissée doit céder sa place à un véhicule capable d'emporter une charge sur l'eau. En juin 2020, à Drosko-Pomorski, en Pologne, un camion Stardust monte sur le plateau d'un PTSM. Il traverse la Drôa pendant l'exercice à Light Spirit. Le PTSM est un véhicule chenillé à coque flottante. Il transporte des camions, des pièces d'artillerie légère et des soldats à travers des rivières ou de larges étendues d'eau. Sa large rampe arrière s'abaisse pour devenir une voie d'accès. Le Star 200 monte par ses propres moyens sur le plateau. Il n'attend pas que le génie construise un pont fixe. C'est là que se trouve le paradoxe. Sur Terre, le PTSM ne transporte qu'environ 5 tonnes. Lorsqu'il flotte, il peut en emporter environ 10. C'est au moment où il quitte le sol que sa capacité de transport double. À l'origine, le PTSM servait à faire passer des tracteurs d'artillerie et des canons de campagne. Il fait traverser le matériel et les équipes d'artillerie là où l'eau est trop large pour monter rapidement un pont. Le moteur amène le véhicule chenillé jusqu'à la berge meuble. Le système de propulsion dans l'eau conduit ensuite tout le plateau à travers la Drôa. Les chenilles griffent la rive humide. Puis l'eau frappe la coque d'acier et couvre les bruits de la route. Pendant le même exercice, des soldats polonais et américains utilisent aussi ces transporteurs amphibies pour franchir la rivière. Ces véhicules maintiennent hommes, camions et matériel au même rythme. Même lorsque l'autre rive n'a aucun pont, le Star 200 ne traverse pas la Drôa grâce à une route nouvelle. Il l'a franchi sur le dos d'un véhicule qui a fait de l'eau la suite naturelle de la ligne logistique, mais une rivière ne fait que ralentir un convoi. Un char immobilisé dans les dunes peut arrêter toute la formation. En 2014, à White Sands, au Nouveau-Mexique, le sergent Orlando Candelaria se tient près d'un Abramin. Le char vient de subir une panne moteur. Il s'est arrêté au bord d'un axe logistique principal. Il ne peut pas quitter la dune assez vite pour libérer le passage aux véhicules qui suivent. Candelaria et son équipage ont déjà installé la barre de remorquage. Puis ils appellent l'équipe de dépannage. Pour eux, réparer le moteur ne suffit pas. L'Abraham doit sortir du sable avant de bloquer toute la ligne. Le Hercule, modèle M88A2, est un véhicule blindé de dépannage chenillé. Il est équipé d'un treuil, d'une lame d'ancrage et d'une grue. Le Hercule remorque ou récupère les véhicules de combat embourbés, en panne ou renversés. Sa grue aide aussi à remplacer un groupe motopropulseur ou à déposer une tourelle. L'équipe de récupération fait contourner la dune au Hercule, puis le place devant l'Abraham. Son câble de treuil principal mesure environ 85 mètres et 30 cm. Cette longueur approche celle d'un terrain de football réglementaire. Cette configuration combine lame d'ancrage, treuil et grue pour traiter un véhicule de combat immobilisé. Le câble se tend dans un grincement aigu, les chenilles de l'Abraham raclent le sable, puis la masse du char commence à glisser vers la route, environ 15 minutes après l'arrivée de l'équipe de dépannage. Le char est remonté sur la piste. Le Hercule le remorque ensuite jusqu'à la zone de maintenance. Le Hercule empêche un char en panne de devenir le point d'arrêt de toute une colonne. Il peut sortir un char du sable, mais face à une coupure devant toute la formation, il faut un autre type de véhicule.
Environ 106 mètres, c'est la largeur de coupure que 8 Tatra AM50X peuvent relier pour former une voie de franchissement. Même une piste d'athlétisme de 100 mètres reste plus courte que cet assemblage de ponts. Le Tatra AM50X est un poseur de pont sur châssis Tatra 8x8. Chaque véhicule emporte une travée d'environ 13 mètres et 50 cm. Elle est plus longue qu'un autobus urbain. Une seule travée ne fait passer la formation que sur une courte distance. La largeur de la coupure détermine donc combien de véhicules doivent être amenés. Chaque véhicule déploie sa propre travée depuis son châssis. Le véhicule suivant raccorde la partie manquante au bord du pont déjà posé. Jusqu'à 8 travées peuvent être verrouillées les unes à la suite des autres. Leurs appuis descendent aussi dans un fossé profond d'environ 6 mètres. Cette profondeur approche celle d'une maison de 2 étages. Le fossé ou la rive sont ainsi divisés en segments. Chaque véhicule apporte un segment à l'endroit exact où il doit se trouver. Sur le dos de chaque Tatra repose une portion de route qui n'existe pas encore. Lorsque les travées se rejoignent, les goupilles d'acier se ferment dans des claquements secs au milieu du terrain nu. Ensuite, véhicules à roues et véhicules à chenilles peuvent emprunter la même voie. Le point qui bloquait la formation ne disparaît pas. Le génie pose simplement assez de travées par-dessus. Un véhicule emporte une travée, 8 véhicules créent une voie plus longue qu'une piste de 100 mètres, mais certaines missions ne s'arrêtent pas à une coupure, avec un char sur remorque. L'autoroute et les ponts routiers doivent eux aussi être vérifiés. Le 18 mars 2018, des Abrams M1A1 et des Bradley M2 quittent Fort Bragg. Ils partent de Caroline du Nord pour rejoindre Fort Pickett en Virginie. Ils empruntent l'autoroute Interstate 95 sur des remorques 1000, des Oshkosh 1070 les tirent. Cet Oshkosh est un tracteur militaire pour les chars et les blindés. Il permet de parcourir de longues distances sur pneus. Les longs trajets passent ainsi des chenilles aux roues. C'est la première fois que la Garde nationale de Caroline du Nord utilise ces transporteurs lourds pour un convoi longue distance. Jennifer Malouaille coordonne ce trajet d'environ 322 km entre 2 États. L'itinéraire N est validé qu'après l'examen du poids et des dimensions par les 2 départements des transports. Il vérifie aussi les limites des ponts et de la chaussée. Les équipages ont besoin de véhicules d'escorte, d'un plan de route et d'un temps de déplacement suffisant. La veille du départ, les soldats du transport resserrent les chaînes qui maintiennent les Abrams sur les remorques Mi-1000. Chaque portion de route devant eux doit supporter exactement cette masse. Anna Bastis conduit ces transporteurs lourds depuis 7 ans. Lorsque ce convoi part, elle explique qu'une voiture atteint Fort Pickett en environ 2 heures. Le convoi met plus de 6 heures. Sa vitesse et son itinéraire ont été approuvés à l'avance. La distance ne change pas. Ce qui change, c'est la manière dont un char est autorisé à la parcourir, à Fort Pickett. Les Abrams et les Bradley participent à un entraînement au tir. L'Oshkosh et la remorque 1000 prennent en charge le long trajet. Les blindés arrivent au terrain d'entraînement sans user leurs chenilles sur l'autoroute. Un char ne choisit pas sa route. C'est toute la route qui doit être prête à le recevoir. Mais le Interstate 95 possède déjà ses ponts et ses voies lorsqu'il ne reste plus qu'un fossé profond devant le convoi. Le tracteur doit attendre un autre véhicule pour ouvrir le passage. Le système hydraulique gronde sous le blindage lorsque le pont BR90 abaisse au bord du fossé. Une coupure qui traverse la formation oblige les chars derrière elle à s'arrêter. Un tracteur peut seulement les amener jusqu'au bord de l'obstacle. Un véhicule de dépannage peut seulement les ramener en arrière. Le poseur de pont blindé Titan intervient lorsque la formation doit continuer là où le sol a été coupé. Le Titan est un véhicule blindé du génie britannique basé sur le châssis du Challenger 2. Il transporte et pose des travées de pont de combat. L'armée britannique indique que le Titan permet aux hommes et aux véhicules de franchir une coupure jusqu'à 60 mètres. Le Titan emmène le pont BR90 jusqu'au fossé. Au canal ou au terrain interrompu, ces travées ne restent pas à l'arrière avec le convoi du génie, elles arrivent là où l'obstacle vient d'apparaître. Le châssis commun avec le Challenger 2 permet au Titan de suivre les formations les plus lourdes. Lorsque le pont touche le sol, le verrouillage de l'acier tranche le silence du terrain ouvert. Une formation arrêtée obtient une nouvelle voie de passage. Les charges lourdes peuvent reprendre leur mouvement. Pour la colonne qui attend derrière, c'est la différence entre patienter et avancer. Le Titan intervient au moment où toute la force risque d'être arrêtée avant que d'autres difficultés ne surgissent. Après le fossé, le char peut encore rencontrer un autre problème. Un Léopard immobilisé au fond d'un fossé forcera alors le véhicule de dépannage à tester ses propres limites. Près de 64 tonnes reposent au fond d'un fossé. C'est la masse d'un Léopard 2A6 lors d'un exercice de récupération en Slovaquie en 2023. Le dépannage commence par tirer le char hors du fossé afin que ses chenilles retrouvent le sol. Le Tatra 815 avec 15 est un véhicule de dépannage tchèque sur roue.
Il repose sur un châssis à 8 roues, il emporte une grue, un treuil et des équipements de remorquage pour récupérer du matériel militaire. Pendant l'exercice, l'équipe du Tatra utilise 2 câbles de remorquage et un treuil. Et sort le Léopard 2 assises du fossé avec son équipage. La traction du treuil et des 2 câbles corrige la position dans laquelle le char s'est retrouvé coincé. Le Tatra reste à l'extérieur du fossé afin de conserver le bon axe de traction. Si le Léopard souffre d'une panne de boîte de vitesse ou de transmission, le Tatra ne suffit plus. Le groupement devra alors faire appel à un Buffel allemand. Ce véhicule chenillé de dépannage participe également à l'exercice. Les 2 câbles maintiennent l'axe de force. Pendant que le Tatra travaille depuis le bord du fossé, le Léopard ne sort que si la traction et sa capacité à rouler encore vont dans le même sens. La grue et le treuil ne soulèvent pas le Léopard tout entier. Il ramène le char à une position où la traction peut encore agir. Lorsque la transmission est morte, près de 64 tonnes deviennent soudain un problème totalement différent. D'un char coincé dans un fossé, la mission suivante passe au franchissement de l'eau par toute une formation. Certains véhicules font quitter la rive à toute une force, puis transforment l'eau elle-même en route. Sur la rive, un char lourd monte sur le plateau. L'engin de franchissement de l'avant vient de quitter la route et est déjà devenu un bac. Cet engin français agit comme bac. Radeau ou pont flottant lors d'un franchissement tactique de rivière. Depuis sa position sur la route, 2 personnes peuvent le préparer à entrer dans l'eau en quelques minutes. Il n'a besoin d'aucun autre véhicule pour transporter un pont jusqu'à la berge. Les flotteurs latéraux sont gonflés avant que le char ne monte sur le plateau en configuration bac. L'engin transporte un char lourd. Le plateau se trouve entre les 2 corps flottants qui s'ouvrent sur les côtés. 2 hydrogets orientables à l'arrière propulsent ensemble sur l'eau. La rampe de la rive fait monter le char sur le plateau, puis elle lui permet de rejoindre la berge opposée. Lorsque un seul engin ne suffit pas, les véhicules peuvent se raccorder pour former un radeau ou un pont flottant. 2 engins s'assemblent en radeau pour une charge plus importante. 4 engins créent un pont de 100 mètres en environ 15 minutes avec 8 personnes au maximum. Ce nombre ne décrit pas une travée de pont à porter jusqu'à la rive. Il décrit 4 véhicules qui se raccordent eux-mêmes pour devenir le tablier du pont au milieu de l'eau. Le courant se divise autour des 2 flotteurs. Les raccords maintiennent les 4 véhicules en une seule voie de franchissement. Dans un même véhicule, cet engin remplit 3 rôles. Il roule sur la route, flotte comme un bac et s'assemble en pont. Il fait passer un char de l'autre côté, puis maintient le franchissement pour la formation suivante. Une fois à terre, l'eau ne soutient plus cette masse. Tout l'ensemble doit s'accrocher au terrain, là où un tracteur lourd rencontre un autre problème. 130 tonnes, c'est la masse totale autorisée d'un ensemble mammut lorsqu'il transporte un matériel lourd. Parmi ces 130 tonnes, la remorque surbaissée peut recevoir jusqu'à 70 tonnes. Le mammut est un tracteur lourd de la Bundeswehr doté d'une cabine protégée. Avec sa remorque de 70 tonnes, il amène des Léopard 2, des Puma et des Panzerhaubitze 2000. Il les conduit là où ils sont nécessaires, même sur terrain difficile. Cette masse ne repose pas immobile sur une seule remorque, elle passe par l'attelage et les essieux, puis se répartit sur chaque portion de sol sous le convoi. Chaque pneu devient un point où la force se transmet au terrain. Le mammouth utilise un moteur à 8 cylindres en V développant 680 chevaux. La transmission intégrale, les rapports courts et les blocages de différentiel aident l'ensemble à garder son adhérence sur les sols difficiles. Le moteur fournit la force de traction. Les rapports courts et les blocages de différentiel conservent cette traction lorsqu'une roue rencontre une surface plus faible. Le conducteur du mammouth doit être formé à la conduite de véhicules très lourds et à l'utilisation d'une cabine protégée au camp d'entraînement de Bergen. Un mammouth amène un Léopard 2 à 7 vers la zone de déploiement de l'exercice Land Opération. À Münster, un autre mammouth conduit une Panzerhaubitze 2000 vers sa zone d'activité. Grâce à cela, les chars n'ont pas à user leurs chenilles sur de longs trajets avant le début de leur mission. Le mammouth prend la longue route, puis remet le matériel là où la mission commence. 130 tonnes reste seulement un convoi tant que le sol tient sous les pneus, mais lorsque les pneus atteignent la rive, le travail ne consiste plus à tirer une charge. D'autres véhicules vont entrer dans l'eau, ils ouvriront leurs flotteurs et se verrouilleront ensemble jusqu'à transformer toute la rivière en voie de transport. Près de Chełmno, en Pologne, des M3 descendent l'un après l'autre dans la Vistule. Ils ne s'arrêtent pas sur la rive. Chaque châssis se met à flotter, ouvre ses pontons en aluminium sur les côtés, puis pivote au milieu du courant. Cette scène se déroule pendant Anaconda 2016. Le capitaine Simon Meyer du 75e régiment du génie britannique explique le fonctionnement du M3. Il le décrit comme un grand camion équipé de 2 pontons en aluminium. Lorsque le M3 entre dans l'eau, ces pontons s'ouvrent et maintiennent le véhicule à flot. Les véhicules s'alignent côte à côte pour former un bac. Lorsque l'ensemble est assez long, les rampes de pont s'abaissent. Les châssis se raccordent alors pour former un pont flottant. Les mêmes véhicules qui roulaient sur la route
route deviennent le tablier du pont au milieu de la rivière. Le M3 arrive seul au point de franchissement, descend dans l'eau, puis devient lui-même une partie de la voie logistique. Un tracteur emporte une charge loin, le M3 emporte la route avec cette charge en moins de 40 minutes. 34 même 3 britanniques et allemands établissent alors le record du monde. C'est le plus long pont de véhicules amphibies de l'époque. Environ 200 véhicules militaires américains franchissent ensuite la rivière. Parmi eux se trouvent des strikers, des soldats américains, britanniques, allemands et polonais participent ensemble à ce franchissement. L'armée polonaise assure la sécurité autour du point de passage. Un grand convoi a besoin d'un tablier de pont, il a aussi besoin de véhicules capables de devenir ce tablier là où la rivière coupe son trajet. Le M3 résout ce problème précis. Après avoir amené le pont jusqu'à la rive, il ne reste pas en dehors de la mission, il entre dans l'eau et devient une partie du pont. Sur la Vistule, 34 véhicules descendent dans la rivière. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils ne sont plus des véhicules séparés, ils deviennent la route de près de 200 autres véhicules. Un convoi a construit sa propre route au milieu du fleuve et cela s'est réellement produit. Ces véhicules ne remplacent pas la route. Lorsque la route ne suffit plus, ils l'emportent avec eux, la mettent en place, puis finissent par devenir cette route du char posé sur sa remorque au 34 M3 sur la Vistule. La route n'apparaît qu'après l'arrivée du convoi.